Bonjour à tous et bienvenue à nouveau pour cette nouvelle vidéo un peu particulière. Aujourd'hui, on est à Dubaï, on est sur un podcast vidéo et j'ai le plaisir comment dirais-je, d'être avec donc Michael. Michael, c'est un investisseur que j'ai rencontré dans le sud de la France. On a déjà effectué une vidéo ensemble puisqu'on avait fait une vidéo sur la manœuvre hypothécaire. C'est lui qui nous avait fait profiter de cette méthode qu'il avait utilisée pour aller plus loin dans l'investissement immobilier. Michael, je l'ai découvert pour ses vidéos par rapport à ses investissements au départ aux États-Unis. Et je l'ai contacté parce que j'ai aimé sa transparence. C'est quelqu'un qui fait, j'ai pu le vérifier, et c'est quelqu'un qui donne les avantages, les inconvénients, enfin vraiment qui a un souci de transparence lorsqu'il évoque une façon d'investir. Son parcours il est très intéressant parce qu'il a investi évidemment en France, mais il a investi également, il a diversifié ses investissements, il a investi, il vous le dira, dans d'autres villes, dans d'autres pays. Et là aujourd'hui on est à Dubaï, il y a un peu une hype à Dubaï sur l'investissement immobilier. Et donc, je suis venu à Dubaï pour un séjour et je me suis dit que ce serait très intéressant d'échanger sur l'investissement immobilier. Et je sais qu'avec Mickaël, on va avoir vraiment des éléments transparents, pertinents et on va pouvoir lui poser toutes les questions liées à l'investissement immobilier. Et à ce titre, j'ai donc fait appel à vous également pour me poser à mes abonnés Instagram pour poser des questions. Et ces questions, on va également lui poser. Donc, on va pouvoir découvrir tout ça ensemble. Michael, je te laisse la parole et je te remercie déjà de m'accueillir aujourd'hui sur ce podcast. Merci beaucoup pour l'introduction. Bonjour à tous. Effectivement, on s'est rencontrés grâce à nos investissements immobiliers en France. Je pense on était sur la même longueur d'onde par rapport à l'investissement qu'il fallait avoir un emploi, garder son emploi le plus longtemps possible, que ça mettait du temps, que c'était difficile de se générer des cash flows en France pour pouvoir en vivre, etc. Donc on a vraiment bien sympathisé là-dessus aussi. Et puis effectivement sur les États-Unis où j'essaie de garder une position très ouverte, que ce soit quand il y a des avantages, effectivement, on en parle, mais quand il y a des inconvénients ou des points cachés, il faut les exposer aussi parce qu'effectivement, les personnes qui viennent investir, faut qu'elles soient conscientes, enfin au moins il faut que l'investissement soit le plus ouvert possible, que ce soit bénéfique ou négatif pour elles. Et donc voilà, il faut qu'elles aient toutes les informations avant d'investir. Donc voilà, j'essaie de garder cette même optique pour ce podcast aujourd'hui. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de Dubaï. Ouais. On entend beaucoup de choses sur Internet. Absolument. Et donc, on va parler des avantages, mais aussi, je vais vous dire qu'il y a des inconvénients. Il y en a plusieurs. Donc, voilà, on va essayer d'être le plus honnête possible. Et après, s'il y a d'autres questions, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Ouais. Et je reviens sur le côté hype. C'est vrai que depuis que je prépare, entre guillemets, ce séjour, je reçois encore aujourd'hui sur Instagram, sur les réseaux sociaux, différentes publicités sponsorisées. Investissez à Dubaï, 10% de rendement, sans aucun risque, etc., de votre canapé, etc. Donc c'est pour ça que c'est intéressant également, parce qu'il y a une hype de creuser ensemble tout ça. Donc toi, Mickaël, je suppose que, c'est pas que je suppose, je le sais, tu as investi à Dubaï, tu as une agence aussi à Dubaï, donc ça permet aussi d'avoir un regard sur différents parcours d'investisseurs qui sont ici. La première question que j'ai à te poser, elle est simple, c'est, moi je suis français, est-ce qu'un Français peut investir à Dubaï sans y vivre, sans être expatrié ? Absolument. Alors, donc, dans ton cas, c'est un Français qui est non résident. Ouais. Et c'est absolument possible pour Français ou autres d'ailleurs d'investir à Dubaï. Et effectivement, ça se fait aussi à distance. Donc, sans y vivre, sans même y venir, on peut diversifier à Dubaï. D'accord. J'ai une autre question. Quand on parle d'investissement immobilier, on sait qu'il y a différentes façons d'investir. Il y a l'investissement locatif, c'est un peu comme en France. Il y a également le marchand de biens. Donc, quels sont les différents types d'investissements immobiliers qu'on peut faire ici ? Alors, à Dubaï, il y a, on va dire, c'est pas le plus commun, il y a l'achat sur le secondary market. Donc, c'est le marché secondaire, c'est les appartements qui sont déjà faits. Donc, un peu comme en France, quand on achète des biens qui sont déjà faits. Tu peux redire avec ton accent anglais qui est bien ? Secondary market. Voilà, secondary market. Ouais, donc le marché secondaire. Donc, c'est des biens qui sont déjà prêts, on va dire, qui sont déjà construits, plusieurs années, etc. D'accord. Exactement. Et donc, on peut acheter ce type de biens. Il y en a qui ont les fonds directement et qui veulent acheter ce type de biens. Donc, voilà, c'est possible. Et il y a aussi le marché, on va dire, du off-plan. Donc, du marché qui est pas encore construit. D'accord. Sur plan. Sur plan. D'accord. Voilà, off-plan, ouais, sur plan. Donc, ça c'est l'investissement qui est privilégié des étrangers, en fait. Ouais. D'accord. Ils préfèrent acheter sur plan Exactement. plutôt qu'une fois que c'est sorti. Est-ce que c'est par rapport au prix ?
C'est par rapport aux facilités de paiement. Il faut savoir qu'à Dubaï, quand on achète en off-plan, il y a un plan de paiement en fait. Et un plan de paiement, ça permet de ne pas payer son bien tout de suite. Quand tu veux acheter sur le marché secondaire, il faut avoir l'argent disponible tout de suite. Alors quand on achète en plan de paiement, on peut payer une partie au moment de la réservation. Et en fait, on paye l'appartement au fur et à mesure de la construction. D'accord. Donc une construction, admettons que ça prenne entre 2 et 3 ans. Pendant 2 et 3 ans, on va voir son plan de paiement. Je vais vous expliquer plus tard. Oui, on reviendra sur le financement tout à l'heure. On reviendra sur les conditions de paiement. Je parlerai aussi de mon appartement. J'expliquerai un peu le plan de paiement. Comment mais en gros, pour revenir sur le plan de paiement, il y a 50% de l'appartement qui se finance au fur et à mesure de la construction et 50% à la livraison. Donc on verra après pour les différentes façons de financer parce que le financement c'est une question que j'ai reçu beaucoup de questions par rapport au financement. J'en doute pas. De manière générale, par rapport au financement à l'étranger, on disait beaucoup de choses, qu'on ne peut pas utiliser l'effet de levier bancaire. On va revenir sur ça tout à l'heure. Mais donc, concrètement, il y a de l'investissement locatif. Et est-ce qu'il existe aussi une sorte d'activité de marchand de biens ici? Et comment elle se définit? Est-ce que, par exemple, parce que c'est une ville qui est plutôt jeune, Dubaï, je suppose qu'on n'a pas le même état du parc locatif, parc immobilier, qu'on a en France avec un parc qui est un petit peu délabré. Donc, marchand de biens, on en fait, donc on achète, on rénove et on revend derrière. Est-ce qu'ici, c'est la même chose? Je suppose que non, parce que c'est une ville qui est jeune. Comment un marchand de biens il fait ce qu'on appelle du flip ici, alors du coup? Alors déjà, il y a plusieurs questions dans une seule question. Alors, c'est ma spécialité. Pour répondre à ça, alors déjà, les personnes qui investissent de l'étranger, donc admettons de France, elles font pas trop du marchand puisque en général, il faut être sur place. Comme en France, il faut pouvoir suivre l'avancement des travaux, etc. Donc en général, elles veulent diversifier ici. Voilà. Elles veulent avoir un investissement dans d'autres ne pas avoir des euros, avoir des dirhams dans ce cas-là, mais qui est corrélé au dollar. Donc ça, c'est intéressant à savoir. C'est le dirham est fixe sur le dollar. D'accord. Donc il n'y a pas de dévaluation. Donc en fait, ça revient quasiment au même de faire un investissement en dollars. D'accord. On achète en dirham, mais lui, il est corrélé. Il est corrélé au dollar. À 3,65, il est fixé au dollar. Voilà. Donc il ne bougera pas. Donc ça, c'est assez. Ouais, parce que j'ai des questions par rapport à ça. S'il y a une dévaluation. La monnaie, en fait, ça sera que face à l'euro, en fait, mais le dirham, mais pas face au dollar. D'accord. Bon. Et pour répondre à la question du marchand de biens, en fait, il y a quand même des quartiers privilégiés, on va dire. Mais pour faire du marchand de biens, c'est un peu comme en France. Il faut cibler un petit peu les quartiers premium. On ne peut pas trop faire du marchand de biens dans les quartiers où le bien au mètre carré, enfin le prix au mètre carré n'a pas trop de valeur. Donc déjà, voilà, il faut être sur place. Ouais, il faut être sur place. C'est peut-être mieux. Et par contre, effectivement, on n'a pas le parc locatif n'a pas la même. C'est différent comparé à la France. Oui, il n'est pas dans le même état. Pas dans le même état. Mais les tours qui ont été construites il y a, par exemple, 15 ans, 20 ans, 30 ans, elles ont pas du tout les mêmes normes de construction qu'actuellement. Donc en fait, il y a beaucoup de tours qui sont, on va dire, mal isolées, etc., où les appartements sont assez vieux, etc. Donc il y en a qui font du marchand dans ce type de tour, mais c'est quand même, selon moi, alors on peut gagner de l'argent en faisant ça, mais il faut prendre en compte que quand on rénove un appartement et qu'on le fait magnifique, mais que la tour, elle est ancienne, l'isolation, c'est compliqué. Il y a les problèmes d'humidité, même si on les résout dans l'appartement, il y en aura quand même dans les parties communes. Donc bon, on va dire que l'intérêt pour un marchand, c'est plutôt peut-être qui est sur place, d'acheter, comme tu disais, sur off-plan, une bonne affaire, via son réseau par exemple, et de le revendre avant peut-être comment dirais-je, que les travaux soient terminés, à un autre investisseur. On en parlera un peu plus tard, je pense. Mais ça se revend. Je crois que les plans de financement peuvent être revendus avant que. Ils peuvent, c'est exact, c'est correct. Et donc ça permet, ça participe à la spéculation, mais ça permet, je crois, à des marchands de pouvoir de dégager des marges sans participer forcément à la rénovation d'un bien, quoi. Mais bon, ça pour dire que c'est un petit peu différent que pour les investisseurs français qui nous écoutent. Les marchands de biens qui nous écoutent, c'est un petit peu différent, enfin c'est même différent, relativement différent que ce que nous on pratique en France quand on fait un achat-revente. L'opération est quasiment la même, dans le sens où on achète, on rénove et on revend. Mais effectivement, à Dubaï, l'intérêt pour un marchand de biens, il va plutôt être dans l'achat d'un bien sur, comme tu disais, off-plan. Il y a les deux.
Il y a les deux. Il y a quand Il y a les même, deux. il y a Il y a quand les deux. même Mais un pour des intérêt Français pour qui le- nous écoutent, Ouais. c'est peut-être mieux de diversifier tout simplement parce que s'ils veulent faire du marchand, ils peuvent le faire en France. Et puis de Oui, toute oui, façon, oui, voilà. bien sûr. Donc, Mais voilà. c'était pour, entre guillemets, exclure un petit peu ça de la discussion qu'on va avoir, parce qu'il y a deux types d'investissements immobiliers majeurs en France, le marchand de biens et l'investissement Locatif. locatif. On isole maintenant le marchand, on a discuté, on a parlé de cet élément-là, et on va se concentrer sur l'investissement locatif, puisque c'est ce qui génère le plus de fantasmes, entre guillemets, donc on va vraiment se concentrer sur ça. Très bien, Mika. Est-ce que tu peux rapidement, succinctement, de manière synthétique, nous indiquer comment fonctionne le processus d'achat de biens immobiliers? Voilà, moi, demain, je te dis, voilà, Michael, je suis en France, j'ai envie de diversifier parce qu'aujourd'hui, en France, les contraintes, et j'en parle souvent sur ma chaîne, compliquent un petit peu l'investissement, l'enchaînement, etc. Je veux diversifier. Je crois en Dubaï parce que j'ai été convaincu. Je suis venu, je pense qu'il y a un avenir, etc. Bon, tu nous expliqueras les avantages. Comment se passe ce processus pour moi, Ok. investisseur français? Bon, admettons qu'on ait choisi le projet, qu'il y ait un projet qui te convienne. C'est assez simple. Depuis la France, une fois que tu as validé le projet, donc, ils vont t'envoyer un lien de paiement. Donc tu payes directement à distance. C'est l'équivalent, donc c'est 20 000 dirhams, donc c'est 5 000 euros. Ok. Le ratio est à peu près. Voilà, tu divises par 4. 4 et 4, exactement. Donc tu payes les 5 000 euros. Ok. Tu réserves ton unité. C'est des frais de réservation? Non, c'est pas les frais de réservation, ça viendra se déduire du prix total, mais voilà, c'est le minimum pour bloquer le bien. D'accord, pour bloquer le bien. Ok. Exactement. Après, ils vont t'envoyer le reçu, etc. Après, ils vont t'attribuer une unité, ils vont te donner une filling form, ils appellent ça, donc tu vas remplir toutes tes coordonnées, etc. Tu feras des Voilà. sous-titres en français sur le montage. Ils vont te donner toutes les coordonnées, ils vont te demander toutes tes Ouais, coordonnées, ouais. et après, ils vont t'envoyer un SPA. Ok. Ok. Donc en fait, SPA, donc pour, SPA c'est le Sales and Purchase Agreement. Donc c'est une espèce de contrat. En fait. Ok. Aussi en parallèle à ça, ils vont préparer le SPA, ils vont te l'envoyer en France. Et ce qui se passe, c'est que tu vas devoir payer à peu près 20% du bien, Ok. plus les 4%. Il y a 4% de frais de notaire ici à Dubaï. D'accord. C'est Donc, une question ils que j'avais eue appellent ça aussi. Ils appellent ça le 4%. DLD, Dubai Land Department. Donc donc ce sont l'équivalent des frais Ok. notaires. Et parfois il y a des petits frais, on va dire en plus pour le titre de propriété, donc le Okud qu'ils appellent Ok. ça aussi. Donc des 1000 dirhams, donc 250 euros. Enfin voilà, il y a des Ok. petits frais. Donc, entre 4 et 5% de frais À peu d'acquisition. près, à peu près. 4 donc c'est un- officiellement et ouais. des petits, Voilà. voilà, Donc, des 4, petits. 4,5. Ouais. Donc c'est moins qu'en France. Effectivement. Donc voilà, il y a les 24% à payer. Donc après, toi, tu reçois ton SPA, donc le contrat. C'est un contrat en fait où il y a tout qui est détaillé. Donc ce que tu achètes, donc qui tu es déjà, Ok. ce que tu achètes, ou les conditions de paiement. Ok. Il y a aussi les matériaux qui seront utilisés, la superficie, Ok. le balcon. Sur le cahier des charges de Voilà. ce qui va être Exactement. effectué. Parce que Exactement. c'est vrai qu'on achète du coup sur plan, donc Ouais. il y a des garanties à prendre. On n'est pas dans un pays où on maîtrise les règles juridiques. Ici, tu peux nous confirmer que c'est bien encadré. Alors, je pense en fait, il y a une mauvaise image de Dubaï. Il y a quelques années, c'était un petit peu, justement, il y en a Ouais. qui partaient avec la caisse, comme on dit, etc. Ouais, des promoteurs, tu veux dire? Exactement. Et les promoteurs qui partaient. Il y en a plein qui ont peur de ça d'ailleurs. Oui. Parce qu'on a entendu des histoires Il y a- comme quoi. ouais, c'est ça. Voilà. C'est vrai. Est-ce que maintenant l'État s'est adapté et demande des garanties à ses promoteurs pour s'assurer que ces promoteurs vont pas prendre l'argent des réservations Exactement. des clients En et puis fait, se barrer, quoi. en fait, ce qui se passe, c'est que les promoteurs déjà doivent avoir leur terre déjà pour leur projet. Et Ok. en fait, quand ce sont des petits promoteurs, ils doivent pouvoir justifier 50% des fonds totaux avant de construire, avant de Quand tu lancer le dis projet. justifier, ça veut dire qu'ils doivent bloquer. Bloqué sur un compte séquestre qui est détenu par D'accord. le Dubai Land Department, donc le gouvernement de Dubaï, Ok. pour justifier la faisabilité du projet. D'accord, ça veut Ok. dire qu'il faut arriver, il n'y a pas n'importe qui peut Non. se lancer, petit promoteur, faire En une fait, opération. ils peuvent pas, miser sur le fait de vendre pour pouvoir lancer le projet. Ils sont obligés de justifier D'accord. d'avoir les fonds. D'accord. Et donc ça rassure les propriétaires Donc, ouais. enfin, les investisseurs. Ouais. Mais ce qui est bien aussi, c'est que les fonds, c'est pas sur leur compte en banque. Ouais. C'est détenu par le gouvernement, Ok. le gouvernement de Dubaï. Et les fonds sont relâchés, sont attribués aux promoteurs au fur et à mesure du projet
de l'avancement D'accord. du projet. Ok. Donc en fait, il y a une inspection qui est faite par le gouvernement Ok. qui, on va dire, qui juge en pourcentage l'avancement. Et chaque investisseur peut le suivre à distance. Ça, c'est bien aussi. Donc D'accord. en fait, toi, Demain, demain j'achète. tu es dans ton canapé, tu peux suivre à distance Suivre l'avancement de ton projet. l'avancement de mon Et projet. donc, en fonction D'accord. de l'avancement, par exemple 25%, 30%, eh ben, il y a des fonds qui sont Ouais, qui sont- relâchés, ouais, qui ouais. sont, Qui sont aux rendus promoteurs aux promoteurs. pour pouvoir... Et demain, un promoteur, il veut faire un projet, je sais pas moi, qui coûte 200 millions d'euros. Ouais. Je prends ces exemples. Il va falloir qu'il pose 100 millions, qu'il bloque 100 millions sur un compte. sur un compte avant Sur un d'avoir, entre guillemets, l'autorisation Exactement. de lancer son projet. Après, ça dépend des promoteurs. Les plus petits doivent montrer pas de Le blanche, plus- donc le il doit y plus avoir de plus de garantie. Et ceux qui ont fait leurs preuves. Exactement, les plus gros, c'est du 20%. Donc ça varie D'accord. entre voilà. Ok. Pour revenir sur la première question qui était du processus d'achat. Oui. Donc une fois que tu reçois le SPA, donc avec le cahier des charges, avec toutes les informations, donc tu signes en 2 exemplaires, tu le renvoies à Dubaï. Ok. Eux après ils te renverront ta copie contre-signée. Ok. Et donc ça c'est un peu ton espèce de acte authentique / Ouais. compromis, voilà, Ouais. qui explique tout. Et après il n'y a plus qu'à suivre tout simplement eux ils vous tiennent au courant de l'avancée. Nous on reçoit des rapports réguliers, Mhm. peut-être tous les 5-6 mois en fonction de l'avancée quand il y a eu Mhm. l'inspection du gouvernement de Dubaï. Et il y a les paiements à faire, donc D'accord. du plan de paiement. Et Ok. donc voilà, après ils peuvent déjà te fournir ton titre de propriété, comme quoi Ok. tu es officiellement propriétaire de Dubaï. Ok. Mais en gros tout peut se faire à distance. Donc ça D'accord. c'est pas mal. Donc, exemple, donc j'identifie un projet qui me plaît. On va parler chiffres. Ouais. Un studio qui te plaît, qui coûte, on va dire, 120 000 euros. Mhm. Ok. Donc, le plan de paiement sera 60, donc 50-50. Donc, 50%, voilà, 50% jusqu'à ce que la Projet. remise des clés soit effectuée avec le projet qui soit sorti de terre. Voilà. Donc, Et c'est-à-dire 60 000 euros 60 000 euros. que je vais devoir financer. Voilà. Et 60%, et 60 000 euros, donc qui correspond à 50%, du une projet, fois qu'il est livré. à la remise des clés. Enfin, à la remise des clés. La remise des clés. Alors, je ne sais pas si tu veux qu'on parle de financement maintenant. Non, ou je on pense continue qu'on- sur le processus d'achat. Ouais. Donc, c'est relativement simple. C'est très simple. C'est très simple. Ils l'ont fait justement. Ils ont en fait la stratégie. Je pense qu'on en parlera, mais la stratégie du Sheikh de Dubaï, c'est de vraiment amener les gens ici. Faciliter les démarches Donc, ils veulent administratives. Tout faciliter. Ils veulent digitaliser la ville. Ils veulent digitaliser tous les process. Ils veulent faciliter que demain n'importe qui soit dans son canapé et puisse acheter, devenir propriétaire ici Mm. pour éventuellement venir, pour pouvoir pour Ouais. créer de l'activité. Bien sûr. Donc tout est simple, tout se fait rapidement aussi. Donc Ok. il n'y a pas besoin de contacter le notaire, c'est le développeur qui s'occupe de tout, donc avec l'agent. Ok. Mais le client vraiment, à part financer le bien, voilà, Ouais, ouais. voilà. Est-ce que tu peux nous parler maintenant des avantages pour les investisseurs étrangers à Dubaï? Parce que je suppose que la politique ici, c'est de favoriser, de donner envie aux investisseurs étrangers d'investir. Mais quels sont les avantages pour, par exemple, un Français ou, Ok. Donc première chose, je vais essayer de on a parlé un petit peu de la vision du Cheikh de Dubaï. Ça c'est vraiment très important. Je pense que pour tout investisseur, quand on investit en immobilier, il faut toujours avoir cette vision long terme, 20 ans, 30 ans. Et ce qui se passe, c'est que moi personnellement, voilà, je suis français, j'investis en France depuis plusieurs années, et je vois malheureusement à contre-cœur, que la France, j'ai l'impression que ça se dégrade un petit peu. Et donc, ce qui est bien ici à Dubaï, c'est que lui, il a vraiment la vision long terme. Il a, d'ailleurs, tout le monde peut aller voir en ligne le Dubai Master Plan 2040. Donc, c'est le plan de la ville, comment il va développer la ville jusqu'à 2040. Ok, très Donc, bien. étape par étape. Et on voit que, voilà. En fait, ce qui est intéressant à Dubaï, c'est que le Sheikh, il a vraiment compris. Il veut ramener du monde. On est 3 millions et quelques ici. Il veut doubler la population dans quelques années. Ok. Et il a vraiment compris que Dubaï, c'est un business. Il gère la ville comme un business. Donc, il répond aux clients, il répond aux besoins des clients. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent? En fait, on peut le voir comment? On peut le voir. Il y a quelques années, moi, ça fait longtemps que je viens à Dubaï, tout le monde voyage beaucoup et on voit qu'avant, il y avait des tours. Les gens, ils venaient travailler, gagner de l'argent, peu importe, et ils rentraient chez eux. Ou voilà. Là, ça a changé en fait. La ville, elle se métamorphose dans le sens où ils sont en train de créer des communautés. C'est des petites villes dans la ville en fait. Et les gens, ils viennent plus juste gagner de l'argent, ils viennent habiter ici en famille. Donc il y a un vrai changement et ça fait partie de la vision du Sheikh parce qu'évidemment on peut pas ramener beaucoup de monde sans qu'ils viennent avec leur famille. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, et en fait, il gère Dubaï comme un business. Donc il se dit, qu'est-ce que les gens, de quoi ont-ils besoin
Pour rester aussi pour rester, pour à habiter. l'année, leur Tourisme. famille. Plage, Ouais. éducation, la santé, Ouais. la sécurité. Ouais. Voilà. Et donc, il répond à tous ces problèmes et il essaye de rendre Dubaï la ville numéro 1 dans le monde. Ouais. Donc voilà, la vision du cheikh, c'est vraiment ça. Donc je pense que ça, c'est un avantage d'investir dans une ville comme ça. Déjà, ça, c'est la D'accord. première chose. Donc, on a parlé de la sécurité. Donc, évidemment, le marché est très dynamique puisque ça se construit énormément. On a parlé aussi des plans de paiement. Ouais. Donc, ça facilite pour les investisseurs étrangers qui veulent diversifier à Dubaï d'avoir un plan de paiement. Aussi, j'en ai pas parlé, mais il y a aussi des post-handover payment plan. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parfois, on a son plan de paiement, donc 50-50, mais parfois, on a des post-handover. Handover, c'est quand on a la remise des clés. Et on peut avoir un plan de paiement qui continue après la remise des clés. Donc, ça veut dire que demain, toi, tu investis sur un plan de paiement, on va dire, il y a 40% à payer à la construction, pendant la construction, 30% à la remise des clés et 30% en post-handover. Donc, ça veut dire que demain, tu mets ton locataire et tu continues à payer ton bien Avec les revenus locatifs. grâce aux revenus locatifs. Donc, ça, c'est un des avantages aussi. Donc, c'est pas sur tous les projets, mais il y a des projets qui... Il y a la possibilité de... Voilà. Donc, après, évidemment, l'imposition. Pas d'imposition à Dubaï. On en reviendra s'il y a des questions. Je sais que tu m'as dit qu'il y avait des... Ouais, j'ai eu des questions par rapport à des nouvelles... On reviendra, mais sur les... donc, il n'y a pas de taxe foncière, Ouais, pas d'impôt sur les revenus et Ok. pas d'impôt sur la plus-value. ok. Voilà, au moins. Est-ce qu'il y a une taxe d'habitation? Pas de taxe d'habitation. D'accord. Pas de taxe d'habitation. Est-ce que tu veux qu'on aborde les charges On maintenant? peut parler. Je pense qu'on le verra quand on verra. On détaillera les coûts liés à Les l'investissement coûts, locatif. les dépenses inhérentes à ton investissement. Ok, très bien. Donc concrètement... je reviens un peu Pardon. sur les avantages aussi. Donc Ouais, il y a vas-y. aussi le fait de pouvoir acheter à distance, qui Ouais. est très bien. Le fait aussi, c'est intéressant, c'est de pouvoir être propriétaire. Par exemple, quand on achète à l'étranger, parfois, comme en Thaïlande, comme à Bali. Personnellement, j'ai une villa à Bali. Je ne suis pas propriétaire. Je suis propriétaire de la villa qui est Ouais, sur un c'est- terrain où je ne C'est des suis bails pas propriétaire. amphithéotiques où tu Exactement. es locataire du terrain sur lequel c'est tu as du construit ta maison. leasehold. Ouais. Ok. Donc là, à Dubaï, il y a des zones qui sont réservées pour les locaux. Donc GCC, only, on appelle ça. Et il y a des zones pour les expats, donc pour les étrangers, et où ils sont réellement propriétaires. Donc ça, c'est un avantage aussi, parce que c'est pas partout, on ne peut pas investir partout et être propriétaire à vie. Ouais, Donc ça, c'est un avantage. Et aussi, ce qui est intéressant selon moi, qui est sous-estimé, c'est les frais de donation. Enfin, quand on veut transmettre Ouais. le bien, Ouais. surtout en étant français, on sait que c'est... Ouais, il faut faire des stratagèmes d'optimisation de la donation, de la On est succession. obligé de faire C'est des... particulier, il faut faire accompagner et c'est un coût aussi. Mais c'est vrai que sinon, ouais, c'est particulier en France. En France, clairement. c'est difficile. Ouais. En France, faut monter, enfin, faut faire des sociétés, Ouais. il faut faire du démembrement, Ouais. faut faire vraiment des choses compliquées Ou du pour. pack du trail. Ou... Voilà. Ouais. Faut vraiment faire. Alors que là, ici à Dubaï, quand c'est une donation directe, c'est 0,25% de la valeur du bien. Ouais. Donc, Ouais, il autant facilite. dire, c'est quasiment rien. Ça participe aussi à la vision long terme du coup parce que ils veulent peut-être aussi garder des familles et se dire bon bah on fait en sorte que lorsque un investisseur construit un parc immobilier, bah, on facilite sa transmission pour que éventuellement il y ait ses enfants, etc. Exactement. qui gardent ce parc quoi. Autre chose aussi comme avantage, c'est le fait comme on en a parlé aussi, que les constructeurs soient encadrés en fait. Donc ça rassure les Ouais. investisseurs. Donc ça, c'est un bel avantage, je pense aussi. C'est vrai, c'est fondamental pour moi Ouais. ce côté-là. Bien sûr. Quand t'es à On 5 000 investit quand soit t'es à- ses économies. Enfin, encore une fois, en France, c'est assez difficile d'économiser de l'argent. Si on arrive à avoir de l'argent de côté, c'est pas pour le mettre dans Quand t'es à un 5000 endroit. km d'un endroit où tu investis, il est certain qu'il faut des garanties. Hein. Exactement. Autre chose, c'est qu'ils sont assez, on va dire, currency friendly. Donc en France, voilà, on investit en euros, il faut que les fonds soient... Ici, voilà, c'est un peu plus flexible, on va dire. Ils regardent un peu moins la provenance des fonds. Enfin, quand on paye avec une société de France, par exemple, ou quand on paye en crypto aussi, c'est possible pour les investisseurs qui ont de la crypto, D'accord. de payer à Dubaï en crypto. Tu peux acheter donc c'est-à-dire que tu peux acheter un appartement En crypto. en crypto. Ok. Voilà. Donc, Ouais. c'est via des USDT, mais voilà, c'est Ouais. c'est une monnaie stable. Et puis voilà, ou même si on veut payer en crypto, donc ça sera après converti en USDT, mais voilà, c'est Ok. possible. Donc c'est un désavantage pour certaines personnes, mais voilà, c'est bon à savoir. Ok. Et aussi, dernière chose, c'est, je trouve, selon moi, qu'il y a un vrai... il y a un vrai rapport qualité-prix avec ce qu'on achète. Donc, je te montrerai un petit peu après quand on parle de mon investissement, ce que j'ai acheté moi, mon dernier investissement. Mais Et on le montrera. on montrera aux personnes qui regardent. Ouais. Mais pour 3 000, 3 500 euros du mètre, on a un appartement magnifique, avec des clims gainables,
avec travailler avec des petites LED, avec des plans de travail dans la cuisine en marbre, avec des... en fait, ce qu'ils font ici, c'est que les tours, elles ont beaucoup de amenities, ils appellent ça. Donc, c'est-à-dire ils ont beaucoup d'équipements en plus, que ça aille des cinémas en extérieur, des salles de sport, intérieur, extérieur, que chacun a sa place de parking. Pareil, donc ça en France, on l'oublie, mais chacun son stationnement. Il y a quoi encore? Piscine pour les enfants, salle de jeu pour les enfants. C'est bien équipé, quoi. Salle de travail, piscine extérieure. Qu'est-ce qu'il y a encore parfois? Zone de yoga, repos, etc. Zone de barbecue. Il y a tout ça dans les copropriétés. Pour 3 000 €, 3 500 € du mètre, franchement, je trouve que voilà, ça vaut le coup de creuser. Donc voilà, c'est pour moi les avantages à Dubaï. D'accord. Donc tu parlais de vision long terme du Tchèque. Est-ce que selon toi, parce que j'ai eu des questions par rapport à ça, le fait qu'il y ait des projets, je suppose, qui se succèdent en permanence, de nouveaux projets, est-ce que c'est probablement un avantage parce que ça démontre qu'il y a du dynamisme, mais est-ce que parfois ça ne peut pas aussi bloquer certains investisseurs en disant il y a ce projet-là, mais peut-être qu'il y en a un autre qui va être encore mieux, parce que je suppose que les promoteurs rivalisent entre eux et à chaque fois proposent des projets en disant celui-ci c'est exceptionnel, etc. Donc comment toi tu orientes tes clients en termes je suppose que tu t'intéresses à leur stratégie, évidemment, leurs objectifs, mais comment toi tu arrives à identifier le bon projet pour le bon client par rapport à cette multitude de projets et toute cette concurrence qu'il y a parmi les promoteurs? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, quand quelqu'un me contacte, il faut définir la stratégie de la personne. Ça, c'est très important. Donc il faut qu'on sache déjà ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il veut faire que de l'investissement locatif? Est-ce qu'il veut utiliser son bien aussi partiellement? Est-ce qu'il veut éventuellement plus tard venir ici tout seul avec sa famille, etc. Il faut vraiment poser les bonnes questions. Le budget aussi, évidemment. Et en fonction de ça, on définit quel projet est mieux, etc. Mais pour répondre à ta question, alors évidemment, il y a des promoteurs qui se concurrencent, etc., qui essayent de faire plus d'amenities, d'équipements, etc. Mais l'important, de toute façon, la finalité, qu'on investisse ici ou ici, c'est de faire travailler l'argent. L'argent, il ne faut pas le laisser sur le compte en banque. Selon moi, qu'on investisse en France, au Mexique ou à Dubaï, l'important, c'est de faire travailler son argent. Donc voilà, il faut faire face à l'inflation, faut avoir des rendements locatifs, il faut faire travailler son argent. Donc encore une fois, voilà, qu'on investisse dans cet immeuble-là qui a machin, mais l'autre, il a le cinéma en plus. Peu importe, ce sera loué, l'argent travaille. Mais c'était plus peut-être pour rassurer l'investisseur sur le fait que, on parlait d'investissement locatif, je prends l'exemple d'un investisseur locatif, quelqu'un, je sais pas moi, qui veut se payer, il veut financer sa retraite avec un investissement locatif ici. Et se dire j'investis dans un projet qui est magnifique aujourd'hui avec beaucoup d'équipements, mais il y a un projet dans 5 ans qui à côté va venir rivaliser. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de suroffre qui pourrait faire peur à des investisseurs en disant j'hésite parce que peut-être que mon investissement je me suis posé la même question quand je suis allé à Tulum au Mexique. Pour moi, c'est vrai que c'était les personnes, et j'en connais des investisseurs qui ont investi il y a une dizaine d'années et qui ont eu d'excellents résultats. Et quand on y retourne, on a toujours ce sentiment, est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce qu'avec toutes ces offres, est-ce que j'ai la garantie que dans 10 ans, j'aurai toujours un taux de remplissage? Voilà, c'est là où je voulais en venir. Comment toi, tu rassures, et surtout comment toi, tu orientes et tu garantis, entre guillemets, même s'il y a jamais le rendement rémunère le risque, évidemment. On ne peut pas garantir à 100% qu'il n'y aura aucun risque, mais comment toi, tu orientes tes clients vers des projets pour t'assurer que ça restera des projets viables avec des remplissages, que si on est sur du short terme, dans 5, 10 ans, etc. Déjà, la première chose, c'est l'emplacement. Donc, il y a beaucoup de projets, effectivement, un peu partout dans Dubaï, mais en essayant de se positionner stratégiquement, on peut être sûr que, à part, personne n'a de boule de cristal, mais on peut être sûr qu'avec la vision... Il faut se dire qu'en fait, il faut bien comprendre que Dubaï, il y a 50 ans, il n'y avait rien. Quand on voit où ils sont actuellement, quasiment 3 millions de personnes, et où ils veulent être, et ils vont y arriver, en fait, il y avait ce problème à un certain moment de oversupply, on appelle ça. Donc, il y avait trop de buildings qui se construisaient, et il y a tout le monde qui avait peur de ça. Mais quand on fait les chiffres, en fait, quand on pose les chiffres là, on est en quoi? En 2023, 2024 bientôt, jusqu'à 2040, donc ça fait, admettons 15 ans. Il veut ramener 3 millions de personnes à peu près. Quand on divise ça par le nombre de personnes, par le nombre d'années, quand on regarde le nombre de logements qu'il faut... ils arriveront même pas à avoir assez de logements en fait. Après, tu me parlais du Mexique ou de... Moi, c'est toujours pareil. C'est évidemment, le meilleur moment d'investir à Dubaï,
C'était hier. Ouais. Moi, quand j'allais à Bali la première fois, les terrains dans le sud, à Uluwatu, ils les donnaient. Ils les donnaient pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas faire leur rizière. Mhm. Ils ne pouvaient rien cultiver dessus. Ils les donnaient. Ils n'en avaient rien à faire. Là, j'ai des amis qui achètent les terrains à 500 000 $. Au même endroit. En France, pareil. Au Mexique, on parlait de Tulum, pareil. La première fois que je suis allé au Mexique, c'était pareil, il y a 11 ans. Les terrains à Tulum, ça n'existait même pas. Et à Kumal, Tulum, etc., il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Donc, évidemment, c'était mieux d'investir hier. Mais, toujours pareil, ceux qui achètent le Bitcoin aujourd'hui à 35 000 €, quand il sera à 200, 300 000 dans quelques années, ils diront oui, j'aurais dû l'acheter à 1 000 €, mais de l'avoir acheté à 35 000, tu vois ce que je veux dire? Donc, quoi qu'il arrive, l'immobilier augmente. Alors, évidemment, c'est mieux de le faire hier, mais avec la vision du cheikh, avec le fait qu'il veut ramener du monde et que le monde vient à Dubaï et que le monde se plaise dans la ville, il y aura une réponse aux constructions qui sont en train d'être faites. Vu la politique qui est générale, on va dire que ça donne des... Oui, c'est gage de... Comment dirais-je c'est gage de sécurité pour l'investisseur, c'est certain. Ok. Tu sais que moi, je suis souvent méfiant. Hein, j'ai une communauté aussi qui apprécie justement ce sentiment de, comment dirais-je, de vérité qu'on essaie de donner sur la chaîne. Et bon, c'est vrai que moi, personnellement, je m'y intéresse à l'investissement à l'étranger. Je me suis souvent dit, qu'est-ce qui me dit que l'herbe est plus verte ailleurs? On a quand même en France des conditions d'investissement qui sont quand même intéressantes, même si le contexte est particulier. Moi, je suis un peu vieille école, mais il est vrai que je m'intéresse, quand je voyage, je m'intéresse comment ça se fait et pourquoi les autres ne seraient pas faire mieux que nous, pourquoi les autres ne proposeraient pas des meilleurs types d'investissement. Donc, c'est pour ça que je suis ouvert à m'y intéresser. Et puis, toi, tu es quelqu'un en qui j'ai confiance, je vois ton parcours, et donc c'est pour ça que je m'intéresse à Dubaï. Ok, juste, oui, effectivement, revenir sur un point. Les avantages pour un investisseur, il est vrai que le chèque l'a compris. La plupart des éléments qui me reviennent lorsque j'échange avec d'autres personnes qui ont investi à Dubaï, qui vivent à Dubaï, c'est la sécurité. Aujourd'hui, dans le monde actuel, dès qu'on est père de famille, etc., même sans être père de famille, mais c'est un élément important. Et ici, visiblement, c'est... vraiment, la sécurité, c'est la priorité et on se sent vraiment en sécurité à Dubaï. La santé, apparemment, il y a eu d'énormes améliorations sur la santé. Et également le dynamisme, en termes de la liberté pour créer un business, développer un business, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est des points fondamentaux. Et quand on investit, tu parlais de l'emplacement, mais il y a aussi quelle est la politique du pays dans laquelle j'investis. Et c'est vrai qu'en France, on a des évolutions en permanence réglementaires. Je fais une petite comparaison, mais évolution réglementaire en permanence, juridique, la fiscalité. En fin d'année, on avait le PLF 2024 avec des amendements qui sont pris, qui ne sont pas pris. Enfin, et c'est vrai que ça c'est pas rassurant pour un investisseur. Donc ça, c'est vrai, je le dis, il y a un point qui est rassurant, c'est qu'il y a une vision long terme ici qui fait que ça donne envie, effectivement, ça rassure un investisseur qui investit de l'argent, et on va revenir sur cette dimension d'argent, justement, ça fera la transition avec la prochaine question. Sur le financement, on va investir, donc moi je vais investir demain, donc il va falloir que j'ai, entre guillemets, en apport, même si je ne vais pas devoir donner la totalité, mais la moitié de l'investissement que je vais faire. Okay. Donc moi, les gens qui me suivent savent que je suis pro-apport, c'est-à-dire que je considère que quand on investit, on doit s'investir aussi, on doit investir soi-même, même si l'effet de levier bancaire, il faut l'utiliser évidemment, mais je trouve que il est important d'investir soi-même de l'argent dans une opération. Cependant, là, ces investissements locatifs, ils s'adressent à des personnes qui ont de l'épargne, d'accord, qui ont à minima 50%, ou en tout cas qui pourront dégager 50% jusqu'à la livraison. Okay. Ensuite, il y a donc cette possibilité pour les 50% que tu dois donner à la livraison de faire un financement. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui l'ignorent. Tu vas nous en dire plus. On peut donc utiliser l'effet de levier pour financer un investissement locatif à Dubaï. Exactement. Donc, à Dubaï, on a la possibilité d'utiliser l'effet de levier. Mais il faut faire attention. Je vous mettrai le lien de ma chaîne YouTube parce qu'il y a une vidéo qui va sortir avec un courtier en financement.
45 minutes, c'est en anglais, il y aura les sous-titres en français. Donc, il explique tout. Mais là, je vais, voilà, pour la question, essayer de répondre le plus justement possible. Donc, il y a la possibilité d'obtenir des financements, mais ça dépend des conditions on va dire de revenus en France, enfin dans le pays, en France, là, admettons que ce soit pour un Français, de la personne. Et ils ne prennent pas en compte le revenu locatif généré. D'accord. Donc en fait, pour parler chiffres, on peut se faire financer, mais il faut avoir une bonne situation en France. D'accord. Ok. Donc, ils prêtent en fonction. Alors, pour avoir un financement, ça se fait un petit peu comme aux États-Unis. Donc, on envoie ces six derniers relevés de compte. Ok. Fiche de paye. Ok. Aussi. Donc, ils ne demandent pas le titre d'imposition, etc., les documents d'imposition, parce qu'ici, il n'y a pas d'imposition. Donc, voilà. Mais voilà. Les fiches de paye et les relevés bancaires, pour voir un petit peu. Ok. Et il faut pouvoir justifier d'avoir des revenus assez conséquents. Donc, ça dépend en fait des banques. C'est pour ça que j'invite les personnes à voir ma vidéo. Parce qu'il explique vraiment bien. Mais en gros, le minimum à gagner c'est pour avoir l'accès au financement, c'est 15 000 dirhams. 15 000 dirhams, il faut diviser par 4, ça fait 3 500 euros. D'accord. Ok. 3 500 euros, on peut commencer à avoir son pre-approval. Pre-approval, c'est une espèce de préaccord, une validation de la banque. Qui dit que cette personne, elle est apte à se faire valider. Après, à se faire financer, pardon. Après, évidemment, il y a des montants minimums à se faire financer. Il y a plus on veut de choix, de taux, etc. Plus il faut gagner d'argent, donc plus il faut parler à d'autres banques. Voilà. Mais le minimum, c'est gagner 15 000 dirhams, donc 3 500 euros. Et avec ça, on peut prétendre on peut avoir ouvrir la possibilité d'avoir un financement pour financer la deuxième partie à la remise des clés. Voilà. À la remise des clés. Et sur quel type de taux moyen on est Alors, il faut savoir qu'à Dubaï, c'est corrélé aussi sur la Fed aux États-Unis. Donc, quand ils baissent les taux directeurs, donc les taux baissent à Dubaï. Là, on est à peu près pour les résidents à 4% et pour les non-résidents à 5%. Ouais, donc c'est des taux relativement proches, entre guillemets, de ce qui se produit aujourd'hui en France. Exactement. Sauf qu'il faut savoir que c'est des taux fixes sur X années, peut-être je crois que c'est 5 ans. Et après, ça peut passer en taux variable. Donc il faut voir un petit peu. Il faut bien regarder. Il faut bien regarder. Faut quand même, il faut creuser. Pour ça, je vous invite à regarder la vidéo qui est spécifique, une vidéo courtier. Exactement. Et Mika va vraiment dans les détails. J'ai pas vu cette vidéo, mais le connaissant, il ira dans les détails. Il y a 45 minutes avec un spécialiste. En plus, parle que de financement. Si vous aimez l'anglais, en plus, vous avez vu l'accent. Voilà, ok. Très bien. Alors j'aimerais, parce qu'on va parler aussi des inconvénients, j'aimerais qu'on parle donc sur la dimension investisseur. Je suis investisseur, voilà, j'ai fait l'acquisition d'un bien locatif, j'ai des revenus, je suis en France, j'ai des revenus locatifs. Il va falloir que je les déclare en France, ces revenus locatifs. Normalement, oui. Voilà. Donc il y aura une fiscalité qui sera liée en France à ces revenus locatifs. Alors, les revenus générés à l'international sont des revenus internationaux. Ils passent en revenus mondiaux. Oui. Donc, logiquement, c'est la taxation dans le pays qui s'applique. Donc là, on est à 0%. Après, ils viennent s'additionner à la TMI. Donc, ça peut évidemment faire monter ton imposition en France. Qu'on soit transparent, la situation n'est pas la même qu'on soit en France, fiscalement je parle, de ces revenus locatifs, ou qu'on soit, à Dubaï, si on est expatrié. Par contre, là, on aura une imposition qui sera différente. Si on est en France et qu'on investit à l'étranger, que ce soit Oui, c'est pas spécifique à Dubaï. On est censé déclarer ses revenus. N'insiste pas sur le censé, tu auras des problèmes. C'est revenu. Enfin, c'est. D'accord. Et si on est expatrié, par contre, comme tu le disais, il n'y a pas de fiscalité sur ces revenus. Exonéré d'impôts sur les loyers. Ça a été une question, on peut l'aborder tout de suite. On m'a écrit, on m'a dit apparemment il y avait une loi qui était passée sur une imposition à 9% sur ces revenus locatifs. Alors c'est en partie vrai, en partie faux. D'accord. Donc c'est vrai qu'il y a une corporate tax, ils appellent ça. Donc c'est une loi sur une taxe sur les sociétés de 9%. Par contre, ça ne concerne absolument pas les revenus locatifs. Donc voilà, on parle de deux choses différentes. Donc la corporate tax, c'est seulement pour les sociétés. Donc, c'est pas pour les particuliers qui ont des biens. Voilà. Très bien. Et la corporate tax, donc, elle taxe à 9% les bénéfices qui sont au-dessus de 365 000 dirhams par an. Donc, l'équivalent de 100 000 $ à peu près. Mais sur ces bénéfices, on peut venir déduire absolument tout. Les salaires,
qui sont exonérés d'impôts. Mhm. On peut venir déduire tous les frais liés à la société. On peut venir déduire vraiment tout. Encore une fois, Et- c'est pour les sociétés. Ouais. Encore une fois, c'est pour les sociétés. Ouais. Et après, quand on a plus de 100 000 dollars de bénéfices, les bénéfices donc, qui restent Ouais. sont taxés à 9%. D'accord. Ça ne concerne absolument pas les revenus locatifs. D'accord. Sauf si on investit en société, marchand de biens ou voilà, gros investisseur qui veut investir en société, pas en nom propre. Et lui, au bout d'un moment, il va avoir des revenus. Donc, Ok. voilà. Mais bon, ça... Et d'ailleurs, je rebondis sur ça, un investisseur qui investit trans, il investira en nom propre. Ou il Exactement. peut investir en société. Il investit en nom propre. Il investit en nom propre. Très bien. On va rester sur la dimension locatif, rendement. Ton appartement, donc tu vas nous le montrer, il dégage donc des recettes locatives et je suppose qu'il y a également des dépenses. Tu parlais de tous les équipements tout à l'heure qui sont des avantages. Je suppose que ces équipements se payent en termes de charges de copropriété. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de montant de charges par rapport au type d'investissement que tu as fait? Ok. Donc, est-ce que tu veux que je te montre l'appartement Ouais, locatif? bien Ok. sûr. Donc, on va regarder ça. Et on va le montrer. On va le montrer à tout le monde. Donc, voilà. Écoute, regarde, je vais te montrer ça. Donc, ça, c'est l'appartement témoin. Peut-être de l'autre côté. Ouais, mais on le mettra sur Ah oui. le. Voilà. Ah, mais c'est parce que. Ouais. Donc, c'est l'appartement témoin que j'ai acheté. Donc, voilà, on peut voir que voilà, la cuisine, elle arrive tout équipée comme ça. Donc, avec tout est encastré. Le frigo encastré, le four, micro-ondes. Donc, avec le plan de travail en marbre. Ils font souvent des toilettes invitées. Donc, ça, j'ai acheté un 2 pièces. Moi, mon dernier investissement, Ouais. c'est un 2 pièces. Ok. Donc, voilà, toilette suspendue. 2 pièces, ça fait quelle taille? Parce qu'il y a Là, des il deux fait pièces. 65 mètres carrés. Voilà, donc c'est quand même des grands 2 Ouais. pièces qu'aujourd'hui en France, c'est des 2 pièces. Enfin, 65 mètres carrés, c'est Ouais. plutôt des 3 pièces. Ouais. Voilà. Et donc, il y a le salon avec voilà, la télé. On peut voir aussi que c'est assez spacieux. Exactement 65 mètres, c'est spacieux. Donc, avec les clims, les petites LED. Donc, c'est assez joli. Ça a l'air bien fini. Hein. On peut voir aussi qu'il y a voilà, la chambre, elle est sympa. Donc, en fait, ce qu'il y a, c'est que le bien. Donc, on voit aussi qu'il y a les dressings qui sont assez larges. Avec la porte invisible aussi pour aller à la salle Tu de peux bain. nous rappeler le prix d'acquisition Je vais détailler tous les chiffres, comme ça ce sera clair. Donc voilà, je vous montre la vidéo d'abord. Donc avec la petite salle de bain. Combien d'années entre le moment où tu te Moi, positionnes dessus et la fin Cet investissement, je l'ai acheté il n'y a même pas un an, donc en janvier, et là il est livré en avril. D'accord. Donc voilà, donc ils avaient déjà commencé la construction. Ok. Donc voilà, avec la salle de bain, avec la petite vasque suspendue, pareil, les LED sympas et voilà les toilettes dans la salle de bain. Donc c'est un appartement témoin, celui-ci? ça, c'est un appartement Voilà. témoin. Donc, Parce que tu parlais de livraison en avril. D'accord. voilà, la livraison, elle sera en avril. La construction, moi, j'y vais régulièrement voir un Ouais. petit peu l'avancement de la construction. Ouais, ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que les appartements, en général, à Dubaï, ils sont livrés pas comme ça. Donc, ils sont livrés avec les dressings. Ils sont livrés avec la cuisine complètement équipée et avec la salle de bain, les toilettes invitées, etc. C'est à vous de mettre, en général, Ouais. le lit, le canapé, la télé, etc. Donc le petit ameublement. Mais il y a le plus gros qui est déjà livré donc, dans l'appartement. D'accord. Voilà. Donc après, chaque personne fait sa décoration un peu comme il veut. Donc là, l'appartement qu'on a vu, il t'a coûté combien? Alors, moi, il m'a coûté 650 000 dirhams. Donc je l'ai acheté il y a un an. Avec les frais de notaire, on va dire ça fait 170 000 euros. Tout compris. Ok. 170 000 euros. 170 000 euros. Ok. Ok. Donc cet appartement, tu l'as acheté donc il y a moins d'un an, c'est ça que tu C'est disais? exactement. Donc tu as payé quasiment, là tu arrives quasiment, il est livré en avril, donc tu as On est à la quasiment fin. payé 50%, Ouais, c'est ça? exactement. Voilà. Ouais. Et puis les 50%, où tu feras Le un financement ou financement en paiement ou tu direct, paieras, direct. Exactement. Cet appartement, tu vas avoir plusieurs stratégies d'exploitation, je suppose. Soit location longue durée, et là j'aurais une question à te poser. Soit courte durée, soit mixte. Je vais le louer en longue durée, moi, pour être En longue tranquille. durée. Ouais, je vais le louer en longue durée. Alors, le longue durée, j'ai entendu que les loyers étaient exigibles. Enfin, on pouvait exiger 1 an de loyer directement. Est-ce que, alors je suppose que c'est rassurant pour le bailleur, mais est-ce que c'est pas un frein pour les personnes qui sont là 3, 4, 5 mois? Il y a plusieurs options, même pour le long terme. Donc, en fait, il y a plusieurs choix. En général, quand on paye en un seul chèque, on peut négocier le prix un petit peu. D'accord. Il y a des paiements en 2 chèques et parfois en 4 chèques. Donc, on paye en chèque à Dubaï. Mhm. Et en fait, donc en 4 chèques, c'est tous les trimestres. Et donc, ça permet aux personnes de ne pas tout sortir d'un coup. Mais en général, les prix augmentent un petit peu. Donc, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne à Dubaï. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que les propriétaires sont protégés. Il n'y a personne qui ne paiera pas son loyer à Dubaï. Voilà, il faut Ok. payer son loyer. Ok.
question peut-être un peu bête, mais quelqu'un voilà, te dit bah, je vais vous louer votre appartement pendant 6 mois. Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est minimum 1 an? Non, c'est possible, bien sûr. Comme Voilà. partout, il y a tout qui est négociable. Voilà, Donc c'est négociable. C'est négociable. Voilà, Exactement. d'accord. Si l'appartement est vide, en général, les gens louent 1 an, Ouais. mais c'est possible de louer quelques D'accord. mois. Donc c'est pas un frein, c'est-à-dire que les personnes qui vont te louer cet appartement, c'est des personnes qui ont des contrats, qui viennent travailler ici et qui savent qu'ils vont rester. Tout locataire, minimum, tout propriétaire préférera privilégier un locataire qui est là à l'année, Oui. évidemment. Ouais. Mais il y en a qui préfèrent faire du semi-long terme, en fait. Donc, Ouais. en fait, c'est des personnes qui viennent des expats, par exemple, qui viennent en mission, Ok. qui veulent louer pour 1, 2, 3 mois, 6 mois Mhm. peut-être. Et ben voilà, il y a une possibilité de louer. Encore une fois, voilà, c'est pas. Il y a la souplesse il y a la sur les souplesse. types d'exploitation. Et on peut faire aussi du semi-long terme et du court terme s'il y a des périodes peut-être plus On peut, tout propices. dépend. Après, pour le court terme, tout dépend vraiment de l'emplacement Évidemment. du Alors, bien. En emplacement, toi, cet appartement-là, il se situe, alors les personnes ne connaissent peut-être pas Dubaï, mais concrètement par rapport aux zones les plus centrales, les plus dynamiques de Je la pourrais mettre ville. une petite carte en fait Ok. sur la vidéo quand je parle. Donc en fait, moi je suis à Arjan. Donc c'est ce dernier investissement que j'ai fait. Il est pas très loin de la marina. Donc il est à peu près à 15 minutes. Ok. Donc il est à 15 minutes en voiture, mais bientôt il y a le métro qui vont arriver, etc. Donc c'est pas mal d'investir maintenant à Dubaï parce qu'ils sont en train de développer les infrastructures aussi. Ouais. Ça Voilà. valorise, ça participe à la valorisation des biens aussi. Bien sûr. Ouais. Évidemment, proximité du centre, etc. Et donc il est à peu près à 15 minutes de la marina et de la Palme, etc. Et il est à peu près à 20 minutes du Dubai Mall, donc en plein centre-ville de Dubaï, à downtown, Ok. du Burj Khalifa, Dubai Mall, etc. Donc D'accord. c'est distance Google Maps, hein, donc voilà, D'accord. véridique. Est-ce que ce bien, avant qu'on aborde le rendement, aujourd'hui, donc tu l'as acheté donc il y a à peu près 1 an, c'est ça? Ouais, ça. Aujourd'hui, est-ce que tu as le sentiment qu'il a pris de la valeur déjà par rapport au moment où tu l'as acheté? Est-ce qu'il y a des estimations que tu peux Je pense en que faire, je pense qu'il y a possibilité de revendre avec une plus-value. Ouais. Là, moi, je l'ai payé 650 000 dirhams. Je vois sur tous les lancements, tous les nouveaux projets, etc., les biens partent à 800, 850, 900, parfois pour un projet similaire. Donc 800, D'accord. même s'il est à 850, ça fait 200 000 dirhams, ça fait 50 000 euros de plus. Mais allez, Ah ouais, admettons, d'accord. Ouais. prévision basse, Ok. allez, même 30 000 euros, Ok. on les récupère facilement. Demain, puisqu'on va parler de fiscalité rapidement, demain tu revends, t'es pas imposé sur la plus-value. Ça dépend. À Dubaï, non. Mais si la personne est Vit résidente en fiscale France, français, oui. Ça Donc sera voilà, des tout dépend revenus de. à- voilà. C'est bien de le dire parce que c'est vrai qu'on nous présente toujours, il n'y a pas de fiscalité, etc. C'est bien d'être clair avec ça. Si la personne choisit de déclarer son investissement et veut rapatrier les fonds en France, Ouais. les banques françaises vont poser des questions. Tiens, parce que j'ai une question aussi d'un abonné. Comment rapatrier les fonds? Je suis en France, je touche mes revenus locatifs, donc sur un compte Local. local. Ouais. Comment je peux les rapatrier? Tout simplement, en fait, ce qu'il y a ici, ils sont très développés niveau IT, niveau banking service, donc tous les services bancaires. Donc en fait, il y a plusieurs options. Soit on veut vraiment ramener les fonds pour les voir sur l'application du CIC française, ou soit on les garde sur notre banque, on va dire ici. On peut faire des comptes multi-devises. C'est l'équivalent des néobanques classiques, donc Ok. voilà, Revolut, Wise, etc. Il y a les mêmes ici, et on peut avoir tout simplement sa carte de crédit et payer, si on le souhaite, donc payer en euros, en dollars, en livres sterling ou en Ok. dirhams, voilà. Mais il n'y a pas de difficulté. C'est une banque, hein, c'est un virement, Il y a pas de difficulté. avec la Face Il ID. n'y a pas de frais. Il y a des frais de virement, transfert voilà. international, je suppose, mais il n'y a pas de piège, de frais cachés à vouloir récupérer juste ses revenus locatifs pour quelqu'un. Alors, c'est peut-être pas l'intérêt. Peut-être que l'intérêt, après, c'est de faire fructifier cet argent ici pour peut-être faire d'autres investissements, etc. Mais voilà, il n'y a pas de difficulté majeure à pouvoir récolter ces investissements. Je pense à ça pour le retraité, par exemple. Le retraité qui a fait son investissement ici, il pourra récupérer ses fonds sans problème, on est d'accord. Exactement. Ok, très bien. Donc cet appartement, tu l'as acheté 170 000 euros. Combien il te rapporte aujourd'hui, annuellement, en recettes locatives? Alors déjà, aujourd'hui, il ne me rapporte rien du tout, Oui, puisqu'il n'est ouais. pas encore livré. Il n'est pas encore livré. Mais il y a plusieurs stratégies possibles d'exploitation. Mais admettons qu'on parte sur la moins compliquée, donc la location long terme. Là, pareil, il y a deux choix. On peut louer en vide ou on peut louer en meublé. Moi, je conseille toujours de mettre 1 500, 2 000 euros de meubles, Ikea, Home Center, peu importe, pour meubler son appartement.
Donc au moins c'est un frein pour beaucoup de personnes qui veulent pas acheter tous les meubles, etc. Donc quand elles emménagent dans n'importe quoi. Donc quand on loue en meublé, là sur les sites type Le Bon Coin, mais local, genre Property Finder ou les choses comme ça, il est estimé à 70 000 dirhams, entre 65 et 70 000, en meublé plutôt 70 000 dirhams à l'année. Donc en euros, pour ceux Donc qui en euros, ça fait quoi? Divisé par 4. On va faire exactement les chiffres comme ça, parce qu'on va tout calculer. Donc 70 000 divisé par 4, en euros, ça fait 17 500 Ouais, donc ça fait à l'année. Donc divisé par 12, on est à 1458 euros par mois. Par mois. Voilà. À cela, tu vas donc avoir des charges, on l'a dit, avec les équipements qu'il y a, Bien sûr. qui sont un point positif d'ailleurs, mais il y a des charges, il faut en parler, parce Bien que sûr. très peu en parlent. Bien sûr. À combien s'évaluent les charges annuellement, mensuellement, pour qu'on voit un petit peu... Ok, c'est une très bonne question parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes, justement, comme tu parlais tout à l'heure, des publicités Instagram, des rentabilités qu'on voit sur Instagram, etc., les gens oublient de parler des charges. Ouais. Et ils parlent des rentabilités brutes en tout cas. Mais nous, ce qu'on veut, c'est parler de la rentabilité nette. Des rendements. Tu sais que je suis à cheval sur le mot Des rendement. rendements nets. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, déjà, tout dépend de l'immeuble, enfin de la copro dans laquelle vous avez investi. Les équipements qu'elle propose, etc. Il y a les services qu'elle propose. Il y a des immeubles type Adresse, par exemple, donc c'est une marque Adresse, qui propose des services de nettoyage d'appartements, linge de maison, etc. Voilà. Donc ça, évidemment, les charges sont beaucoup plus élevées. On va parler des investissements, on va dire, dits classiques, voilà, standard. Alors, comment ils calculent les charges à Dubaï ? En général, les charges, c'est pour les petits investissements comme je fais ou comme je conseille à les personnes qui me contactent pour diversifier. Environ entre 13 et 14 dirhams par square foot. Donc par mètre, c'est les mesures américaines en fait. Donc il faut 11 square foot pour calculer ces charges. Enfin, il faut pour calculer un mètre carré. Donc 11 square foot, ça fait un mètre carré. Donc, et par square foot, par an, il y a à peu près 13-14 dirhams. Moi, j'ai calculé, à titre indicatif, j'ai calculé les miennes. Parce qu'en fait, ils minorent, ils mettent les charges que sur la partie habitable, ils comptent pas le balcon parce qu'il n'y a pas de. D'accord. Bref. Donc en gros, moi j'ai calculé les miennes, ça fait à peu près 8000 dirhams par an. Ça fait Donc ça fait 2000 euros par an, 150 euros, voilà, 150 euros un peu plus, 150 euros par mois. Donc sur un loyer de 1450, 2400, voilà. Il te reste 1300 euros. Voilà, à peu près, c'est ça. Je trouve ça très raisonnable, sachant qu'il y a gardien, parking, tout. Il y a pas besoin de payer un abonnement pour la salle de sport, 150 euros. Mais en gros, pour les personnes qui nous regardent, pour les studios, selon les équipements qu'il y a avec, ça va entre 60 et 100 euros par mois. Ok. Et pour les 2 pièces, c'est à peu près 150 euros par mois. C'est quand même raisonnable, parce qu'en France, tu vois, les montants des charges qu'on a exorbitants, pour rien en plus. Il n'y a rien, quoi. Après, voilà, tout dépend aussi des tours. Moi, je parle pour les projets neufs. Dans les anciennes tours, il y a plus de frais, c'est moins bien isolé, que ce soit isolation sonore, voilà, phonique ou pour la chaleur, etc. Donc en fait, il y a beaucoup plus de dépenses. C'est du neuf, donc il n'y a pas cette dimension d'entretien qu'il va y avoir à un moment donné au bout de quelques années dans ton investissement, mais ça reste raisonnable. Donc là, grosso modo, ton rendement, une fois donc que tu as... On va le calculer. On avait dit combien ? Allez, admettons qu'on parle. Donc on avait dit 1450 euros par mois de... On va parler en dirhams, après je divise tout en euros parce que c'est peut-être plus simple comme ça. Donc on part sur 70 000 dirhams à l'année, sachant que je vais le meubler. Moins les 8 000 de charge. Le prix total c'était 650 000 dirhams plus, allez, je ne sais plus combien, et ça montait à 670. On va même compter l'ameublement. Allez, on va dire peut-être 2000 euros parce qu'il y a déjà tout, il y a déjà la cuisine, etc. Mais on va dire 2000 euros pour une télé, un canapé, un lit. Bon voilà, à peu près 2000 euros. Donc ça fait, allez, admettons même 2500 euros, ça fait 10 000 dirhams de plus. Donc ça fait 680 000 dirhams. Donc je vais diviser par 680 000 dirhams fois 100, on arrive à 9,11% de rentabilité, de rendement net et net puisque voilà, pour celui qui vit à Dubaï, pour celui qui vit en France, il faudra... Enfin, ils viendront se rajouter, mais en termes de rendement pur, lié juste à cet appartement, que ça fait près de 9% de rendement. Voilà. Après, ce qu'il faut prendre en compte, plusieurs choses. C'est que moi, quand j'ai acheté ce dernier projet il y a un an,
les prix étaient quand même faibles. Là, pour trouver en lancement, comme je disais, Ouais, donc, c'est pour ça que je t'ai demandé tout à l'heure si aujourd'hui ça avait pris de la valeur. Tu m'as dit que oui. Aujourd'hui, donc ça on ferait sera à baisser. des rendements net un peu plus faibles. Ouais, Mais ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est qu'à Dubaï, les loyers tendent à augmenter. oui. Donc en fait, Ce que tu perds à l'achat, tu vas peut-être le rattraper avec un loyer plus élevé, quoi. au moment de l'achat, Ouais. il y aura peut-être un peu moins de rendement net. Mais sur le long terme, si on veut garder le bien, par exemple, 10 ans, Ok. ou peu importe, mais Ouais. les loyers vont sûrement tendre à augmenter. Donc en fait, là, j'ai compté 70, mais peut-être que ça sera 90 dans quelques années. Ok. Donc en fait, on aura beaucoup plus de rentabilité puisque le prix d'achat ne bougera pas. Ok. Quelqu'un qui investit donc de France et qui veut faire de la courte durée, parce qu'il pense que par exemple ça va lui apporter un meilleur rendement. Les frais de conciergerie, on est sur quel taux de... Ça dépend évidemment des conciergeries, mais Ouais. on peut compter un 20%. 20%, ouais, comme ça se 20%, pratique c'est partout, on l'apporte pareil. pareil. Ok, très bien. Et alors, du coup, en courte durée, on atteint des meilleurs rendements que sur du long terme ou pas forcément? Alors, encore une fois, il n'y a pas de bonne réponse, ça dépend du bien. Ça dépend de l'emplacement du bien, ça dépend du type de projet, ça dépend de... Voilà, mais si on parle d'un bien, on va dire dans une zone pas en plein centre-ville, Mhm. pour le moment, dans quelques années, je pense que ça sera plus avantageux de faire des logements, de la rentabilité courte, enfin de l'exploitation courte durée. D'accord. Mais pour le moment, moi, je juge qu'on arrive au même chiffre Ouais, qu'à l'année. c'est ce qui a motivé ton positionnement d'ailleurs. Mais, sur cette stratégie. on pourrait peut-être bénéficier d'avoir le bien libre Voilà. plus de temps. Mais Ouais. bon, il y a la société à agir. Enfin, il faut quand même communiquer Ouais. avec la société, etc. Donc, il y a quand même des contraintes indirectes. Donc, c'est Ouais. pour ça que voilà, moi, je Toi, tu as privilégie. privilégié ce Voilà, choix-là, c'est ça. d'accord. Donc 9%, ouais, c'est des rendements aujourd'hui qui sont... Pour un bien qui a été acheté qui il y a sont un an. intéressants. Si on achète maintenant, Ouais. après voilà, on va prendre l'exemple d'un bien. Hier, j'ai vendu un autre bien à une cliente suisse qui a acheté ici. La semaine dernière, j'ai vendu un autre bien aussi à un Français, par exemple. On va parler d'un studio, par exemple, que j'ai vendu qui coûte 515 000 dirhams, donc 535 avec les frais de notaire, donc 500, voilà, C'est 35. l'acquisition. Voilà. On va faire les rendements en direct, donc ça se loue à peu près, allez. Disons que le projet il met 2 ans, donc là ça se loue à peu près 45-50, admettons qu'il le meuble 55, mais allez, admettons 50 000 dirhams à l'année. Donc 50 000 dirhams à l'année, c'est un studio, donc il y aura moins de charges, donc on peut compter, allez, peut-être, pour lui c'était 3 000 dirhams pour cet investissement-là, mais allez, admettons même 5 000 dirhams, comme ça on a des chiffres ronds, donc on arrive sur 45 000 dirhams générés à l'année. Pour un investissement qui a coûté 535 000 euros avec les frais de notaire. On arrive à 8,4%. Ouais, d'accord. Donc, bon, c'est voilà, Mais ça c'est pas mal. Ça mais reste c'est vrai que correct. ce que j'apprécie avec toi, Mickaël, c'est que moi, je reçois des publicités où on me vend du 10-12%. Alors, c'est marketing, hein. Et d'ailleurs, pour moi... Après, en rentabilité brute, on y est. C'est juste rendement que brut, ouais. en rendement brut, ils ne parlent pas du net, tout Ouais, simplement. ouais. Mais Et c'est bien voilà, qu'on regarde vraiment ce qu'il en est. Et ça reste, à mon sens, un rendement très, très bon. Puisque, alors évidemment, si on compare avec la France, on peut faire du rendement, de ce type en France. Mais bien souvent, il faut faire de la courte durée ou alors il faut investir dans des zones à fort rendement et généralement, il y a un risque aussi qui est associé. Très bien. Maintenant qu'on a vu, alors évidemment, en 1 heure, c'est difficile de tout aborder, mais maintenant qu'on a vu donc le côté positif, les rendements attractifs, les entre guillemets facilités de paiement, en tout cas cette souplesse qu'on peut avoir pour les plans de financement, est-ce qu'on peut aborder également les inconvénients? bien sûr, et il y en a. Voilà. Donc voilà, on va être clair. Il y a des inconvénients, enfin des inconvénients. Il y a des choses qui sont, on va dire, plus embêtantes qu'en France. Ouais. Donc déjà, il y a beaucoup de spéculation. Ok. Donc voilà, les gens n'ont pas forcément les fonds, mais ils savent qu'en achetant sur plan, ils peuvent revendre plus cher. Donc voilà, les gens, ils se jettent sur les appartements au lancement. Donc c'est vrai qu'il y a un peu cet effet de... Je t'interromps juste une seconde par rapport à ça. Contrairement en France, on peut revendre un bien alors qu'il est sous plan de financement. Il y a déjà des biens qui se sont fait revendre genre 12 fois peut-être, avant d'être livrés. Voilà. Et ça, c'est spécifique. Et donc, ça participe à la spéculation aussi. Donc, il y a un danger aussi potentiel pour l'acquéreur, quoi. Bah oui, non. Faut pas être le dernier de la chaîne, peut-être. Bah c'est toujours pareil. C'est
plus on investit tôt dans un projet, Voilà, ouais. plus on a un meilleur prix. Mais après, il y a des lancements de nouveaux projets. Et ce qui est bien aussi de se faire accompagner, c'est que nous, en étant sur place, on a accès à des projets en pré-lancement, donc qui ne sont pas encore commercialisés. Et on sait déjà. Et donc, en général, les prix sont un peu plus faibles qu'au moment du lancement. Donc, on peut quand même conseiller aux personnes de se positionner là-dessus en pré-lancement. Donc voilà. Mais voilà, il y a de la spéculation à Dubaï. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que voilà, Dubaï, ils sont assez neutres niveau politique. Donc, ils font pas on va dire. Je sais qu'en France, par exemple, les Russes, ils peuvent pas acheter, etc. C'est plus compliqué. Ils checkent leur KYC, donc Oui. Exactement. Donc ici, il n'y a pas de ça. Donc il y a des acheteurs internationaux, que ce soit des Chinois, que ce soit des Russes, que ce soit des Ukrainiens. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que on est en concurrence avec un marché mondial, enfin avec des investisseurs mondiaux. Oui, voilà. Ça Et donc participe à la spéculation. exactement. Donc en fait, eux, ils sont pas. Nous, en étant français, on réfléchit beaucoup pour investir. Donc notre euro, parce qu'en France, c'est difficile quand on se fait imposer. On a nos économies, on veut réfléchir, on les met. Alors que dans d'autres pays, c'est peut-être plus simple de gagner de l'argent. Et donc quand ils diversifient, ils réfléchissent un peu moins. Ouais. Donc en fait, on est en concurrence avec ces gens-là. Donc ça, c'est la spéculation, c'est un petit peu un des inconvénients à Dubaï, c'est que les biens partent assez vite quand il y a des bons projets dispo. Voilà, ça c'est un des premiers inconvénients. Autre chose, c'est quand on fait l'effet de levier. En France, on avait l'habitude d'investir à 1%, 2%, etc. quand on Pendant une utilise. certaine période. Ouais. Ici, c'est des taux plus hauts. Ouais. Donc c'est 4, 5, 6%, etc. Donc ça dépend un petit peu de, comme on a parlé du financement, mais des possibilités de chacun, on va dire. Mais voilà, ça c'est un inconvénient. Autre chose aussi, c'est que le billet d'entrée est beaucoup plus élevé. En France, on arrive avec les frais de notaire, 5 000 euros, 10 000 euros, on arrive à être propriétaire en France. Avec Ici, l'effet de levier. Avec l'effet de levier. Voilà, Ouais. Ici, c'est assez exclusif des personnes qui n'ont pas d'épargne. Ici, le billet d'entrée est au minimum de... Alors, c'est un billet d'entrée qui est sur 2 ans, le temps de la construction. Oui, le temps, d'accord. Mais, c'est des appels de fonds espacés. Exactement, c'est un plan de paiement. Mais le billet d'entrée, on va dire, si on n'a pas au moins 50, 60 000 euros, typiquement, le bien qu'il a acheté hier, la cliente, 515 000, ça fait 125 000 euros. Voilà, à peu près 130 000 euros. Il faut à peu près la moitié plus les frais de montage. Mais bon, après, ce qui est bien, c'est que c'est espacé. Donc, on n'a pas besoin d'avoir tous les fonds tout de suite. Mais il faut savoir, faut pas se louper. Voilà, donc ça, c'est un inconvénient aussi. C'est le billet d'entrée, il est un peu plus élevé aussi. On voit beaucoup de publicité sur Internet, comme tu le disais. Et c'est souvent des agents qui sont eux-mêmes pas investisseurs. Ouais. Et donc, en fait, ça, c'est un des inconvénients. On se fait harceler de pubs, etc. Mais les jeunes, ils ont 22 ans, ils n'ont même pas investi eux-mêmes. Donc, ça, c'est. Ils vont vous conseiller d'investir votre épargne. Alors qu'eux l'ont pas fait. Alors qu'eux, non seulement l'ont pas fait, et puis ils vont pas vous conseiller pour votre stratégie, ils vont voir leur commission, leur intérêt. Et donc, là, c'est un peu compliqué. Il faut faire attention avec qui on travaille. Un autre inconvénient, c'est qu'il y a le taux de change. On en parlait tout à l'heure. Là, il est très très bon. Il est au-dessus de 4. Donc, mais parfois, il peut chuter à 3,6. Donc, si on se base sur un prix en dirham à la base et qu'on fait ses calculs en euros, il peut chuter. Il peut y avoir des problèmes de taux de change. Un autre inconvénient aussi qu'il y a parfois, ce sont les retards. De construction. Est-ce qu'il y a des pénalités d'ailleurs par rapport à... En théorie, oui. En théorie, oui. Dans les contrats, c'est écrit. Après, dans les faits, c'est toujours un peu... Mais bon, après, les retards, ça peut être un avantage pour certains dans le sens où ils ont plus de temps pour débloquer les fonds parce qu'encore une fois, le promoteur ne viendra pas vous demander les fonds tant qu'il n'a pas avancé un certain pourcentage validé par le Dubai Land Department. Donc, ça peut être... Bon, la personne qui veut son rendement le plus tôt possible, il va... Voilà. Ouais. Ok. Et c'est vrai que, je me permets de t'interrompre, Mika, c'est vrai que le retard, par exemple, moi, si demain je mets 50 ou 60 000 euros dans un projet, cet argent-là ne va pas me rapporter avant que je puisse exploiter l'appartement, c'est-à-dire avant qu'il soit terminé, qu'il soit sorti, meublé, que je puisse l'exploiter. Donc, est-ce que tu as des investisseurs parfois qui disent moi, ça me freine un peu parce que c'est 70 000 euros, je préfère les faire travailler aujourd'hui, qui me rapportent aujourd'hui tel rendement, que d'attendre 2-3 ans et qui me rapportent? Alors, pour répondre, c'est une bonne question, mais... je pose que des bonnes questions de toute façon. Il n'y a pas de bonne réponse dans le sens où ça dépend vraiment de la personne. Enfin, si elle veut, demain, si vous voulez acheter à Bali ou à Touloum, etc., il faut acheter le terrain et après, il faut construire la maison. Donc, il y a toujours un an de construction. Donc, ça dépend de l'investissement. C'est pour ça que moi, en général, je conseille aux personnes de diversifier à l'étranger.
Donc, Ah ouais, bien ayez sûr. votre patrimoine en France, diversifier, c'est de l'argent. Donc, pas que vous êtes prêt à perdre, mais que vous n'avez pas besoin d'avoir un rendement immédiat. Ouais, ouais. Et après, si pour répondre à ta question, alors effectivement, il n'y a pas de loyer payé directement, il faut attendre 2 ans, 3 ans. Après, il y a des projets qui se construisent plus rapidement. Donc, c'est assez. Par exemple, moi, je récupère en avril alors que j'ai acheté en janvier dernier. Ouais, donc Donc, pendant un c'est an et assez- demi, tu auras un an- bloqué de voilà. l'argent mais ça t'aura permis aussi d'acheter à un meilleur ce prix qu'il faut et d'avoir savoir un meilleur aussi, rendement. exactement, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il y a pas, quand on investit en immobilier, il n'y a pas que les fonds qu'on récupère, il y a aussi la plus-value. Bien sûr. Donc le bien qu'on a acheté au début, plus on l'achète tôt, plus l'investissement. Entre guillemets, ce que tu perds en ça croît. rendement initial en bloquant cet argent, tu le récupères parce que tu as bénéficié de tarifs qui sont plus intéressants que si tu avais acheté un an et demi après, où tu aurais pu avoir un retour sur ton investissement tout de suite, mais tu aurais acheté plus cher. Exactement. En gros, c'est ça l'idée. Exactement. Ok, très bien. Mika, une dernière question d'un abonné avant de procéder à la conclusion. Est-ce que le fait d'investir à Dubaï facilite l'obtention d'un visa? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors, tout dépend du montant de l'investissement. Alors déjà, il faut savoir que quand on vient de France à Dubaï en vacances, on n'a pas besoin de visa. Donc on a le visa on arrival, donc à l'arrivée à l'aéroport. Donc voilà, ça c'est la première chose. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le Golden Visa. Golden Visa, c'est le visa 10 ans pour avoir la résidence ici 10 ans. Et il y a un montant minimum à respecter d'investissement. L'investissement minimum, c'était 2 millions de dirhams. 2 millions de dirhams, ça fait 500 000 euros. Maintenant, ils ont changé, donc ils ont gardé l'investissement de 2 millions de dirhams, mais 1 million de dirhams investis et ça peut être 1 million de dirhams financés. Ok. Donc, en apportant 250 000 euros, en ayant des bonnes fiches de paye, par exemple, en France, et en se faisant financer 1 million de dirhams, pour avoir un appartement donc, de valeur vénale totale à 2 millions de dirhams, donc 500 000 euros, on peut obtenir le visa 10 ans de résidence à Dubaï. Très bien. Mika, on va aborder la conclusion maintenant de cet échange. Et je te remercie encore une fois d'avoir accepté de me recevoir. Évidemment, et ceux qui nous regardent savent que je ne suis pas venu faire la promotion de l'investissement à Dubaï. Je suis venu m'y intéresser. Je suis venu essayer de poser des questions, d'échanger sur ce type d'investissement. À mon sens, c'est quelque chose qui est attractif vu les rendements et vu le potentiel de développement de la ville. Évidemment, il n'y a aucune garantie sur tout ce qu'on a dit, mais effectivement, ça vaut le coup de s'y intéresser. Ce qui, à mon sens, est vraiment fondamental, c'est, vu tout ce marketing qu'il y a, évidemment, tu disais tout à l'heure, le chèque considère, comment dirais-je, cette ville un peu comme un business, enfin ce pays, pardon, comme un business, et cette ville comme un... D'ailleurs, pour te couper, Ouais. c'est intéressant quand tu me parles du chèque qui considère ça comme un business, on peut voir les décisions prises pour faire venir les expats. Par exemple, avant, on devait être associé avec un local. Pour une société, par exemple, une boîte immobilière comme la mienne, il fallait être associé à 51% avec un local. Ils ont fait, parce qu'il y avait tellement de problèmes. Quand les boîtes, elles gagnaient de l'argent, le local pouvait partir avec la caisse. Quand elles ne gagnaient pas d'argent, c'est le local qui était... Donc ça, ils ont fait sauter, par exemple. Ils ont fait sauter cette loi. Ok. Voilà, maintenant, on peut détenir une société de Dubaï. Un autre exemple. Avant, c'était interdit d'habiter avec une personne si on n'était pas marié. Oui. Ils ont fait sauter cette loi aussi. Donc voilà, ils sont en train de changer les lois pour vraiment attirer les... Et même le financement bancaire, dans les pays musulmans, c'est pas quelque chose qui est... Dans les pays musulmans, qui est commun. on n'a pas le droit d'avoir les intérêts. Voilà, intérêt, exactement. C'est pas quelque chose qui est, on va dire, le plus commun. Et ils se sont un petit peu ouverts sur ce point-là, même si visiblement c'est pas. Enfin, tes clients, la plupart de tes clients, ils n'achètent pas avec cet effet de levier bancaire, je suppose. C'est marginal ou les clients en général, ils achètent contents. Enfin, voilà, ils n'ont pas besoin de l'effet voilà. voilà. Donc du coup, c'est une ville qui est très marketée, d'accord, puisqu'ils voient ça comme un business, et donc, on l'a dit, ça attire un peu des requins et des gens qui voient le fait aussi de se faire de l'argent en étant intermédiaire dans des transactions, etc. Moi, ce que je pense, c'est que donc après cet échange, c'est un type d'investissement qui est attractif. Mais par contre, il faut, à mon sens, être accompagné par quelqu'un de confiance qui investit. Et est-ce que tu peux me donner, toi, le coût d'un accompagnement? C'est-à-dire, demain, je veux investir, je pourrais être tenté de me dire, je vais directement acheter un bien, ça me coûtera moins cher, je vais contacter directement le promoteur, ça me coûtera moins cher que si je passe par une agence immobilière, un petit peu comme ce
comment dire, cette tendance qu'on a à penser en France où je vais contacter directement le propriétaire, je vais trouver l'adresse et puis voilà. C'est une bonne question et c'est vraiment, moi, je suis français avant tout, donc c'est ce que je me disais aussi au début. Parce que quand j'envoyais les projets, je me disais, mais en fait, ce qui se passe, c'est que si tu passes directement par le promoteur, tu auras absolument le même prix d'achat que si tu passes par quelqu'un qui t'accompagne, par une agence. Ouais. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que Dubaï, ils ont vraiment privilégié le fait que les investisseurs étrangers puissent se faire accompagner gratuitement. Donc ça, c'est vraiment très bien parce qu'ils sont à distance, ils sont loin. Ouais, ce qui est bien, c'est que moi, je suis sur place, je filme l'avancée des travaux pour les investisseurs qui sont étrangers, donc ça les rassure. Et en fait, ça ne coûte rien. Donc concrètement, toi, tu es payé par le développeur. Par le développeur. Mais demain, toi, tu veux acheter un appartement 100 000 euros. Si tu l'achètes avec moi, il va te coûter 100 000 euros. Si tu l'achètes avec le développeur, il va te coûter 100 000 euros. La chose qu'il faut savoir, c'est que le développeur, si tu le contactes, il va te pousser à acheter son projet à lui. Alors qu'un agent, une agence, quelqu'un qui te conseille, il va t'orienter vers le projet qui correspond le mieux à ta stratégie. Et ça coûte absolument rien puisque, comme on vient de le dire, c'est le développeur qui paye l'agence. Ouais. Alors, pour parler honnêtement des frais d'agence, ça va entre 2% et 5% de commission pour le... Mais si toi, pour revenir sur l'appartement à 100 000 euros, donc l'agent gagnera entre 2 000 et 5 000 euros selon le développeur, mais toi, ça te coûtera la même chose. D'accord. Donc il y a tout intérêt à se faire accompagner puisque déjà, non seulement à distance, c'est un peu compliqué, pour vraiment trouver les meilleurs projets qui correspondent à la stratégie de l'investisseur, il faut être accompagné aussi. Ouais. Et comme tu l'as dit aussi, il faut bien faire attention. Je conseille toujours aux investisseurs de passer par quelqu'un qui fait. Parce que moi, demain, je veux investir peu importe où, Marrakech, au Portugal, peu importe. Je veux pas passer par quelqu'un qui a besoin de me vendre quelque chose pour manger à la fin du mois. Ouais. Et je veux passer par quelqu'un qui a fait ce que je suis en train de faire et qui peut m'expliquer en détail. C'est très important pour moi. Et c'est ce qu'on pratique, nous, petit coup de pub, à l'agence d'investisseurs dans le sud de la France. Justement, on parle le langage de l'investisseur et on a des investisseurs qui sont intéressés parce qu'on fait, nous aussi, et c'est ce que tu fais évidemment ici. Et voilà, donc si vous avez un intérêt pour l'investissement ici à Dubaï, je vous invite à contacter Mickaël, qui sera un plaisir de s'entretenir avec vous, de vous conseiller et puis éventuellement de collaborer avec vous, quoi. Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter sur l'échange qu'on vient de j'espère faire que déjà cette vidéo a été instructive pour tout le monde. Donc je pense qu'on a fait le tour. J'ai montré mon dernier investissement. On a parlé des rendements bruts et nets. On a parlé des avantages et des inconvénients. Un dernier petit conseil. Je conseillerais toujours aux Français d'investir en France d'abord, je pense. Parce que moi, j'ai un gros patrimoine en France et je pense que c'est mieux d'investir en France. Grâce à l'effet de levier, grâce à la chance qu'on a d'être français, d'avoir un CDI, de pouvoir être financé. Donc ça, je pense que c'est très important. Très aligné avec... C'est très important. Je pense que Dubaï, c'est très bien pour diversifier. Donc on peut se faire un beau patrimoine ici. Si des personnes veulent venir habiter ici plus tard, c'est bien de commencer à diversifier dès maintenant parce qu'encore une fois, dans 10 ans, on regrettera de ne pas avoir acheté maintenant. Toujours pareil. Mais voilà. Après, quand on veut se faire accompagner, je conseille aussi de bien choisir sa stratégie. Donc... il faut bien savoir si on veut faire de la courte durée, si on veut utiliser le bien pour soi-même, si on a à terme peut-être envie de venir. Donc pour vraiment bien se positionner sur le type de bien. Identifier le type de bien qui pourrait correspondre. Exactement. Et aussi dernièrement, se faire accompagner, ça c'est évident. Mais je pense qu'on a compris que ça coûte absolument rien. Donc c'est vraiment un plus de pouvoir se faire accompagner. Donc c'est une chance qu'on a. Je sais qu'en France, on essaye de passer derrière les agences parce que... On le voit nous avec l'agence qu'on a en France. Mais après, en France, il y a un vrai gain de passer de passer directement. On évite l'agence, ça fait. Voilà. Donc là, à Dubaï, ce qui est bien, c'est que ils ont vraiment mis ça noir sur blanc que c'est interdit aux développeurs de faire un rabais donc c'est encadré juridiquement. Voilà. Exactement. D'accord. Ok. Voilà. Très bien. Mika, merci infiniment. J'espère que cet échange vous sera utile. En tout cas, n'hésitez pas à nous solliciter en commentaire ou sur Instagram ou sur YouTube. On va mettre le lien de la chaîne de Mika et ceux qui sont intéressés, vous pouvez le contacter. Et puis surtout, vous pouvez suivre sa chaîne parce qu'il va faire d'autres sujets
Hein, il en a parlé avec un courtier, etc. Vous allez pouvoir suivre un petit peu son parcours ici. Donc merci infiniment et puis Merci à toi. à bientôt à tous pour un autre échange de ce type. À bientôt.